Les experts atlantiques. We don't get fooled again. Les experts atlantiques avec Bader Saoudi. Il y a des contrats d'assurance, tout est écrit noir sur blanc, mais un litige peut toujours apparaître pour des raisons les plus diverses entre les assurances et les assurés. Quelles sont alors les solutions qui existent pour régler ou trancher un désaccord? Quelles sont les incompréhensions récurrentes? Quels sont les recours possibles? On en parle aujourd'hui comme chaque mercredi dans ce spécial assurance, dans vos experts. Les experts atlantiques. Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour un spécial assurance. Le sujet aujourd'hui est vaste, tant les sujets justement de litige ou de conflits sont nombreux. Nous sommes ensemble jusqu'à midi. Nous sommes en compagnie d'Abdelaziz Archidi, consultant senior et formateur en assurance, avec lequel nous suivons depuis, on peut le dire, un mois, une formation accélérée dans les domaines divers des assurances. On a évoqué plusieurs sujets, effectivement. Bon, je commence tout d'abord par vous demander comment vous allez ce matin. Alhamdoulilah, je vous remercie. Parfait. Aujourd'hui, effectivement, nous allons parler, sans focus particulier, de tout type de conflit entre les assurances, d'un côté, les assurés de l'autre, qu'ils soient entreprises ou particuliers. Bien sûr, on répond évidemment à toutes vos questions, comme d'habitude, au 05 22 95 36 70 ou 80, ou bien également sur la page Facebook des experts. L'objectif de cette émission est d'aplanir certains problèmes qui peuvent exister entre les deux parties, puisque, en effet, il peut arriver que des problèmes naissent par méconnaissance des lois en vigueur, par oubli ou par le non-respect de certains délais. Les motifs, on le signalait tout à l'heure, sont innombrables et les rapports entre les assurances et les assurés peuvent effectivement très rapidement devenir conflictuels et peuvent facilement aboutir à des assignations en justice. Pour y voir plus clair, toutes les questions sont bonnes à poser à Abdelaziz Archidi qui est avec nous pour nous apporter des éclaircissements, des éléments de réponse. Et tout d'abord, d'une manière générale, je voudrais vous poser cette question. Expliquez-nous comment cela se fait que ces problèmes soient nombreux. Et puis surtout, j'ai envie de vous dire, la faute à qui? Oui, alors une question claire, nette. Oui. Il faut que je réponde avec ma franchise habituelle. Effectivement. C'est et comme nous ça. Nous sommes aussi habitués maintenant. Oui, j'ai un franc-parler et j'appelle un chat un chat. Il faut reconnaître que, d'une manière générale, l'origine de ces conflits-là, de ces rapports conflictuels, trouve son origine dans le comportement des assurés. Ce sont les assurés, directement ou indirectement, créent ces problèmes-là, ces litiges, ces rapports conflictuels. Au début, quand on souscrit une police quelconque, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de problème. Le départ, il est sain. Mais par la suite, surtout quand survient un sinistre, vol, incendie, bris de glace, dégâts des eaux, peu importe, quand il survient un sinistre, alors là, il y a un conflit. Le plus souvent. Alors, la question qu'il faut se poser, pourquoi la majeure partie des litiges, des rapports conflictuels, trouve son origine chez les assurés? Par méconnaissance. On ne sait pas. Les assurés ne savent pas respecter à la lettre les lois plutôt, les conventions, les conditions générales des polices. Pourquoi? Parce que la majeure partie de nos compatriotes, c'est comme ça, ne lisent pas le contrat. Qui lit les conditions générales? C'est rare. On s'assure, c'est terminé, je paie X dirhams, je m'en vais, l'affaire est close. Mais monsieur, mais madame, il y a un contrat qui a été élaboré entre vous et votre assureur. Il faut que vous sachiez au moins le b.a.-ba, le strict minimum. Et survient un sinistre et les problèmes naissent, arrivant parfois malheureusement à des assignations en justice, et l'assuré qui avait avant un assureur devant lui, qui survient à ses besoins, qui est là pour le sauver, cet assureur devient un ennemi à abattre.
coûte que coûte, il faut qu'il craque, il faut qu'il paye d'une manière ou d'une autre. Et c'est les assignations en justice, et c'est le mécontentement général, et on traite les assurances de tous les noms. Évidemment, de toute manière, on ne cessera jamais de le répéter, en tout cas dans cette émission, au fur et à mesure que les émissions se succèdent, c'est un credo qui devrait peut-être être inscrit sur les frontons, en tout cas je ne sais pas, mais on dit souvent il faut lire les contrats, et effectivement c'est là où se trouvent un peu toutes les, disons, tous ceux à quoi on s'est engagé tout simplement. Donc il vaut mieux effectivement quand on signe, quand on donne sa parole, quand on paraphrase un texte, il vaut mieux essayer au plus de comprendre de quoi il en retourne. Mais pour en revenir à cette question initiale, quand on parle de conflit entre les assurances et les assurés, vous avez parlé de méconnaissance. Quels sont les cas récurrents que vous avez pu relever, constater au cours de votre expérience, on peut dire, qui est assez riche? Oui, alors, les parties en présence. Alors, nous avons d'un côté des assureurs qui maîtrisent les compagnies d'assurance, les agents, les courtiers, et qui maîtrisent parfaitement leur domaine, qui connaissent les conventions, qui connaissent les lois, les daïrs, etc., etc. Ce sont des gens très forts sur ce point-là. Et en face, nous avons une population, elle est ce qu'elle est. Bon, formée d'une bonne partie des gens qui sont illettrés, ou analphabètes, et des gens qui sont lettrés. Il y a un déséquilibre. Oui, évidemment, mais d'un côté, il y a effectivement une formation. Des gens qui travaillent dans le secteur des assurances, ils ont suivi une formation, notamment en droit, etc. Bien entendu, évidemment que la connaissance est plus de leur côté. Peut-être faut-il aussi que des personnes posent les bonnes questions aussi, apprennent à s'interroger sur... J'y arrive, exactement. Je disais que la majeure partie des conflits, des rapports conflictuels, trouvent son origine chez les assurés. Il n'empêche que, en partie, les assureurs sont responsables. En partie. Mais pas, quand je dis je dis pas les compagnies d'assurance, je dis pas les mutuelles. C'est les intermédiaires d'assurance. J'entends par là les agents et les courtiers. Certains, malheureusement, jouent mal leur rôle. Je m'explique. Les intermédiaires sont pas des assureurs. Pas du tout. Ils n'assurent rien du tout. Ils ne payent pas, c'est pas leurs oignons, c'est pas leur problème. Le véritable assureur, c'est la compagnie d'assurance. C'est la mutuelle d'assurance. Les intermédiaires sont comme son nom l'indique, intermédiaires. Il met en contact les prospects au début, les assurés et les assureurs. Oui. Et le nom qui a été attribué à ces gens-là, c'est assureurs conseil, mais pas assureurs. Ce sont pas des assureurs. Ce sont des assureurs conseil. Qu'est-ce que ça veut dire? D'ailleurs, le mot. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire, vous, monsieur l'assureur conseil, agent ou courtier, vous devez impérativement conseiller à bon escient, d'une manière efficace, vos assurés. Attention, faites ceci, ne faites pas ça, ceci, cela, et donc, il y a des agents et des courtiers qui sont très forts. Il n'y a absolument rien à dire. Heureusement, c'est la majorité. Qui font très bien leurs travaux. Il n'y a rien à dire de ce côté-là. Mais il y a d'autres qu'est-ce que vous voulez? Ils sont ce qu'ils sont. Moyens. Pourquoi? Parce que ils ont suivi une formation qui laisse à désirer, ou bien se sont spécialisés dans telle branche, par exemple l'automobile. Mais si jamais vous leur parlez des risques techniques, accès destiné à l'abri de machines, tout risque sauf ou autre chose, c'est la croix et la bannière, etc., etc. Ce qui fait que ils se sont pas recyclés. Voilà. Et ils sont pas allés plus loin que la formation qu'ils ont reçue au début, ce qui fait patauge, etc., etc. C'est pour cela, le conseil que je dis, je répète chaque fois à nos compatriotes, à nos auditeurs et auditrices, bombardez de questions les agents. Bombardez de questions les courtiers. Quand vous voulez vous assurer, ne choisissez pas n'importe quel intermédiaire du DERB, de votre région, de votre ville. Non. Posez-lui les questions dont vous avez le droit. Vous avez tout à fait le droit de poser les questions pour savoir ce qu'il en est. Je prends un exemple très très simple. Oui. Moi, je suis un patron de société, j'ai 500 personnes. J'ai 500 individus, 500 salariés, je veux les assurer en action de travail.
c'est une obligation d'ailleurs. Je dois les assurer en accident de travail, en maladie maternité, en dîme, décès, incapacité, invalidité, etc. Je ne peux pas confier cette population à n'importe qui. C'est pas possible. Si sans qu'il y ait à la base, une étude approfondie du marché, qui est bien, qui est fort, qui est ceci, qui est cela, et en connaissance de cause, à ce moment-là, je confie mes 500 salariés à tel courtier, à tel agent, parce qu'il est très fort, il s'y connaît. Mais je peux pas frapper un net porte, prenez les 500. Non, je risque de me mordre les doigts. Et toutes les offres ne sont pas équivalentes. Et vous avez évoqué deux cas, c'est-à-dire il y a les agents d'un côté, puis les courtiers de l'autre. Est-ce qu'on peut dire que, est-ce que le rôle est équivalent à cet égard, c'est-à-dire dans leur rôle, dans leur mission de conseil? Oui, et tous les deux doivent impérativement. Il n'y a rien à dire à ce sujet. Tous les deux, leur rôle, c'est quoi? C'est de vendre de l'assurance. Ils vendent de l'assurance. Ils doivent, c'est impératif, conseiller leurs assurés. C'est leur rôle. C'est comme ça. Alors c'est pour cela le conseil que je donne. Messieurs les assurés, mesdames les assurés, que vous soyez patron ou vous soyez individuel, tout ce que vous voulez, bombardez de questions vos agents, vos courtiers. Si vous voyez dans leurs yeux, d'ailleurs les yeux parlent, et si vous voyez que ces agents-là et ces courtiers-là, ils pataugent, ils n'arrivent pas, vous leur dites, monsieur, est-ce qu'il y a une participation aux bénéfices dans l'accident de travail? Je dis n'importe quoi. L'accident de travail, vous voyez, il ignore qu'il existe. Passez votre chemin. Sincèrement, passez votre chemin, allez ailleurs. Allez planter vos choux ailleurs, c'est pas la peine de rester. Il se peut que l'agent ou le courtier n'arrive pas à répondre. Ma chérie, il dit, écoutez, demain, je vais me renseigner auprès de ma compagnie, et demain, Inch'Allah, je vous dirai ce qu'il en est. Il n'y a pas de mal à ça. Ils peuvent pas tout maîtriser. C'est pas possible parce que le domaine de l'assurance est un domaine très vaste. Oui. Très vaste. On s'en rend compte au fur et à mesure du temps. Voilà, il va se renseigner auprès de sa compagnie et le lendemain, il va vous dire, oui monsieur, voilà, il y a la participation au bénéfice, je vous appliquerai, il y a dérogation à la règle proportionnelle, etc., etc. Mais si vous voyez, monsieur, que chaque fois que vous lui posez des questions simples, le monsieur n'est pas là. Il est dérouté. Sincèrement, laissez-le tomber. Ça vaut pas le coup. Heureusement, nous avons plus de 1650 agents et courtiers au Maroc. C'est énorme. Nous n'avons que l'embarras de choix. Et on va choisir les meilleurs, tout simplement. Oui, il y a une question aussi subséquente qu'on peut vous poser à ce propos. Du moment que certains agents ou courtiers peuvent être à l'origine de certains conflits, vous l'avez évoqué. Mais c'est minime, c'est minime. Évidemment. Vous nous avez parlé du fait que ce soit une minorité au sein de cette profession, mais en tout cas, dès lors qu'ils peuvent être à l'origine de certains problèmes ou incidents, quels sont les recours que doivent faire les assurés? Quels sont les recours qu'ils ont, ces assurés? Alors, de deux choses l'une. Il choisit le courtier ou l'agent, ils se ressemblent. Tous les agents et les courtiers se ressemblent, ils vendent de l'assurance. Oui. La différence entre un agent et un courtier. Un agent, il représente une compagnie d'assurance. Il ne représente pas plusieurs compagnies d'assurance. Il n'a pas le droit. Il travaille avec une seule et unique compagnie d'assurance. Alors les courtiers, non. Les courtiers sont des commerçants, ils vendent de l'assurance et ils peuvent travailler avec n'importe quelle compagnie. C'est comme ça, et je choisis le meilleur entre eux. Il n'y a pas de différence entre un agent et courtier. Je peux aller chez l'un ou chez l'autre, peu importe. Qui doit me conseiller? Tout simplement. Pourquoi? Pour que je ne fasse pas des bêtises, pour que je ne commets pas des erreurs, et pour que je ne crée pas une situation conflictuelle, tout simplement. Voilà. Et je rebondis par rapport à ce dernier mot que vous avez employé, puisque effectivement c'est la thématique du jour, ce sont les conflits. Je vous disais tout à l'heure, quels étaient les conflits
récurrents, en tout cas que vous constatez? Parce que je vous donne un exemple. La dernière fois, nous avions fait effectivement une émission spéciale assurance, et les gens ne savaient pas ce que cela voulait dire, que cette responsabilité civile. Vous nous aviez expliqué, par exemple, que il s'agissait d'une assurance qui prenait en considération les tiers. Absolument. Mais justement, cette notion était tout à fait... dès lors que les gens payaient une assurance, ils pensaient qu'ils étaient assurés. Bon, juste pour prendre un exemple tout simple, disons de méconnaissance ou simplement, on va dire d'ignorance sur le sujet. Donc, et puis quand on parle de responsabilité civile, il faut chercher ce que cela veut dire exactement pour comprendre, etc. Donc, et effectivement, c'est un domaine où il y a beaucoup de jargon et beaucoup de termes spécifiques, et c'est normal. Et donc il y avait, disons, ce n'est qu'un exemple. Donc je vous pose la question aussi de savoir quels sont, disons, les motifs récurrents de conflits entre les assureurs d'un côté et les assurés de l'autre. Alors, il y a plusieurs natures de conflits, hein. Oui. Au niveau de la prime, au niveau des prestations accordées, au niveau des sinistres, énormément de conflits qui peuvent naître. Pour un oui, pour un non, pour petite chose de rien du tout, ça devient un conflit. Concernant la responsabilité civile, malheureusement, et ça je le dis et je le répète, la majeure partie de nos gens à nous, de nos compatriotes, ils pensent qu'ils ont la RC, ça y est, moi je suis assuré. Non monsieur, vous n'êtes pas du tout assuré. Non, pas du tout. Vous n'êtes pas assuré. Votre voiture n'est pas du tout assurée. Qu'est-ce qui est assuré? C'est les tiers. C'est pas vous. C'est pas du tout vous. C'est les tiers. Je prends un exemple très très simple. Je suis dans ma voiture, je me renverse, je suis blessé, j'étais hospitalisé, PV de police, de gendarmerie, et j'ai la garantie responsabilité civile. Un mois après, je vois mon assureur en disant, monsieur, voilà le PV qui démontre la matérialité des faits. Oui. Je me suis renversé. Oui, c'est bon. Voilà le rapport d'expertise de la facture, tout ce que vous voulez. Ma voiture est en piteux état. Il a 100 000 dirhams, 150 000 dirhams de la remise en état. Oui. Et j'ai été hospitalisé durant un mois. J'avais traumatisme crânien. J'ai payé 35 000 dirhams. Oui. Et qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Comment? Payez-moi. Vous voulez que je vous paie en quoi? Vous voulez que je vous paie en quoi? Et ça, le problème de nos compatriotes, ils n'arrivent pas à saisir ce point-là. Ils disent, mais monsieur, payez-moi, je vais vous payer en quoi? Votre voiture, je la connais pas, moi. La RC ne couvre pas la voiture. La RC ne couvre pas votre intégrité physique. Que vous mourriez, que vous êtes blessé, je vous connais pas, c'est pas mes oignons, c'est pas mon problème. Pourquoi voulez-vous que je paye la clinique? Je n'ai pas à vous rembourser 35 000 dirhams. Mais je ne payerai qu'une personne ou des personnes en dehors de vous, ayant la qualité de tiers. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne payerai que les passagers qui étaient avec vous, qui sont morts, qui sont blessés. Oui, c'est là, m'intéresse. Je dois les indemniser. Avant de vous rembourser, vous avez heurté un piéton. Lui, il sera indemnisé. Mais vous, monsieur, je vous connais pas. Votre voiture, je la connais pas. Et ça, les clients, ils disent, mais c'est pas possible. Comment ça? Je me suis renversé. J'ai été blessé gravement. J'ai payé une opération 35 000 dirhams. Oui. Ma voiture, elle est foutue. Et vous dites, vous ne voulez pas me payer. Mais monsieur, vous n'avez que la RC. La RC, c'est les tiers. C'est la Oulia al-Madaniya. Le rire. C'est pas vous, monsieur. Et là, c'est certain, c'est un conflit. Effectivement, donc et ça c'est quelque chose, simplement eu l'écho après une émission qu'on a faite la semaine dernière. On développera avec plus de détails et plus de précision dans les experts juste après le tour d'horizon de l'actualité avec Ajal Chafari qui vient de nous rejoindre sur le plateau. Et je rappelle qu'on répond à toutes vos questions au 05 22 95 36 70 ou 80 ou bien sur la page Facebook des experts. Les Experts Atlantiques vous est présenté par l'EMSI, la première école privée d'ingénieurs au Maroc reconnue par l'État. Les Experts Atlantiques. Posez vos questions au 05 22 95 36 80. 05 22 95 36 80. Bader Saoudi. De retour sur le plateau des experts, il est 10h42. Nous sommes ensemble jusqu'à midi. Vous pouvez, je le rappelle, nous appeler au 05 22 95 36 70 ou 80
ou bien nous poser vos questions sur la page Facebook des experts. Et justement, nous avons plusieurs questions auxquelles on doit répondre. Avec moi aujourd'hui, je le rappelle, Abdelaziz Archidi, consultant senior et formateur en assurance. Tout à l'heure, nous parlions effectivement de cette incompréhension qui peut exister entre les assureurs et les assurés. Et effectivement, nous parlons de la thématique du jour, c'est spécialement dédié au conflit. Nous avons sur la page Facebook des experts, Salma, qui s'interroge par exemple sur certains aspects, nous demande, parce que nous avions effectivement évoqué ces intermédiaires qui peuvent constituer parfois un obstacle, en tout cas qui ne sont pas parfois, quelquefois assez précis quant aux questions qu'on leur pose et qui peuvent parfois embrouiller, en tout cas cette relation qui peut exister entre les assureurs d'un côté et les assurances de l'autre. Les assureurs et les assurés, pardon. Pourquoi, Salma nous dit, pourquoi les intermédiaires exigent à leurs clients d'encaisser un chèque barré en endossable suite à la survenance d'un sinistre et non pas lui attribuer l'indemnité en espèces? Bon, c'est une question un peu précise. Donc, ils préfèrent payer en chèque. Oui, elle nous dit que les intermédiaires exigent, je crois que c'est son expérience personnelle, aux clients d'encaisser un chèque barré en endossable après qu'il y ait un sinistre. Oui, c'est simple. C'est pour la traçabilité. C'est tout simplement pour la traçabilité. Parce que les agents et les courtiers qui sont des intermédiaires, c'est pas leur argent du tout. Ce n'est pas leur argent. C'est l'argent des compagnies d'assurance. Ils payent au nom d'une compagnie d'assurance une indemnité, une prestation. Et il faut qu'ils prouvent d'une manière comptable que ce montant a été réglé par chèque numéro un tel, sur telle banque, de tel montant, etc., pour se faire rembourser. Tout simplement. Ils payent 100 000 dirhams à la victime ou à leur client suite à un sinistre, par chèque numéro un tel, et à la fin du mois, ils demandent à sa compagnie de lui rembourser. Oui, c'est l'argent de la compagnie. Lui, il n'est pas du tout assureur. Il est assureur, conseil, il est intermédiaire. Il demande à son assureur véritable de lui rembourser les 100 000 dirhams. Il va lui dire, ok, d'accord, mais prouvez-le, monsieur. Voilà, j'ai payé par chèque numéro un tel, sur telle banque, etc. Tout simplement, c'est pour les besoins de la comptabilité, pour la traçabilité. Mais payer en espèces, il n'y a pas de trace. Il n'y a pas de trace, il n'y a rien. Il n'y a pas de trace. Donc, il faut que le montant réglé soit matérialisé par chèque, tout simplement. Il y a une autre question là, de Selma, qui est la même auditrice qui nous a posé sa première question. Elle nous dit: est-ce qu'un particulier peut bénéficier de la bonification cumulée de son ancien véhicule, toujours en état de circulation avec assurance? Et elle nous demande si son nouveau véhicule qui vient d'être acheté peut également bénéficier. Autrement dit, est-ce que les deux véhicules peuvent être assurés avec bonification? Bien entendu, bien entendu. Moi, j'ai une voiture A, j'ai une bonification. Oui. Je vends cette voiture et je la remplace par une autre. Je fais un avenant de changement de véhicule, tout simplement. Et je bénéficie toujours parce que la bonification, elle est intuitive personnée. Qu'est-ce que ça veut dire? Intuitive personnée. Liée à la personne. Bien, tout simplement parce que c'est la même police. Le véhicule a changé, mais c'est toujours le même assuré qui s'est bien comporté durant 2 ans. Il a moins 10% et ça continue tout simplement. Et nous avons aussi d'autres questions auxquelles on doit répondre aussi, qui nous sont posées également sur la page Facebook des experts. Il y a Abdallah Demknes qui nous demande, qui nous remercie pour l'émission. On le remercie également pour son écoute régulière. On a l'occasion de le constater. Il nous demande quels sont les critères pour que les assurances puissent rembourser le crédit d'une maison à un client qui est décédé suite, par exemple, à un cancer, après un traitement, etc., qui peut prouver donc, mais qui n'était pas malade quand il a contracté ce crédit. Il dit, en cas de rejet de remboursement par l'assurance, quels sont les recours possibles pour les ayants droit? C'est pas très très clair. Il dit, je vais peut-être essayer de résumer plus précisément. Oui. Il y a quelqu'un qui a contracté une assurance. Oui. Et qui a eu par la suite, après qu'il ait contracté l'assurance immobilier, habitat je crois, il a eu un cancer. Oui. Il est décédé. Oui. Et il voudrait savoir comment les ayants droit peuvent faire en sorte que l'assurance puisse prendre en charge le crédit que la personne a contracté qui est morte. C'est simple, c'est simple. Quand on prend un crédit et on souscrit une assurance décès, alors dans la police, dans les conditions générales, et elle précise bien
tout genre de décès. Que ce soit un décès naturel, que ce soit accidentel, dans un accident, ou suite à une maladie. Quelle que soit la cause du décès, le monsieur, il a eu une maladie grave, il est mort, tout simplement, les ayants droit vont établir par un certificat de décès, tout simplement, à l'assureur, monsieur l'assureur, notre père, mon mari, etc., il est mort, voilà le certificat de décès, voulez-vous prendre en charge, s'il vous plaît, le capital restant? Il va payer le capital restant de la maison de crédit, du prêteur, et une fois le prêteur encaisse le capital restant, il va donner la main levée aux ayants droit pour faire radier l'hypothèque au premier rang auprès de la conservation foncière. Je crois que la réponse est tout à fait claire à ce propos. Et on a d'autres questions sur Facebook. On rappelle que vous pouvez nous en poser ou bien nous appeler effectivement. On vous répondra aussi par téléphone au 05 22 95 36 70 ou 80 pour reprendre un peu le schmilblick de notre réflexion que nous avions amorcée tout à l'heure concernant la RC puis cette incompréhension qui est liée à cette assurance-là. Donc les personnes qui sont assurées, qui contractent une assurance, s'attendent à être remboursées lorsqu'elles connaissent un litige, un sinistre ou en tout cas un problème au cours de leur parcours professionnel, etc. Donc, quelles sont les assurances auxquelles ce type de personnes qui veulent être assurées en cas de problématique qu'elles peuvent rencontrer, on a parlé de maladies, etc. Quelles sont les assurances auxquelles il faut souscrire? En dehors de la RC. Effectivement, en dehors de la RC pour être couvert, tout simplement. Oui, très bonne question. C'est pour cela les assureurs, ils ont créé... Autrement dit, je vous pose une question encore plus précise, comme ça vous aurez l'occasion de répondre aux deux. Faut-il privilégier les polices dites multirisques en clair? Ah oui, immanquablement. Il faut coûte que coûte passer par les polices multirisques. Sont les meilleurs, les plus économiques sur le plan prime. Sont les plus économiques et ils offrent aux assurés un certain nombre de garanties. Sont les meilleurs. Je m'explique. J'ai une usine, je m'assure en vol. Très bien, je paye X dirhams, je suis assuré en vol. Malheureusement, il y a un incendie. L'assureur va me dire, monsieur, écoutez, moi, je connais pas l'incendie, je connais que le vol. Ou bien, il y a une pluie torrentielle, j'ai eu une inondation. Une partie de l'usine est partie avec l'eau. L'assureur là aussi, il va me dire, écoutez, moi, je connais que le vol. Vous m'avez jamais parlé de l'inondation. Ce qui fait que pour chaque risque, je dois payer une prime. Une prime dégâts des eaux, une prime incendie, une prime, je sais pas moi, tout ce que vous voulez. Ce qui fait, ce n'est pas du tout intéressant. Et je vais me trouver avec un cumul de primes qui dépasse l'imagination. C'est pour cela les assureurs sont des gens très prévenants, attention, sont des gens, oui. Évidemment, vaut mieux faire des calculs en amont parce que... très prévenants. Les assureurs ont créé un genre de police qu'on appelle les polices multirisques. Tout simplement, où il y a 20, 22, 23, 25 garanties en même temps. Et comme ça, les assurés ne paieront qu'une seule prime. Une seule prime pour l'ensemble de ces... Donc c'est un peu une sorte de mutuelle au carré. Oui, je prends un exemple. C'est mon cas à moi, et beaucoup de gens me font ça. J'ai un appartement, je souscris une police multirisque habitation. Et sincèrement, moi je suis bon. J'aime j'aime renseigner mes compatriotes parce que c'est comme ça. Je recommande vivement la police multirisque habitation qui commence avec le début, avec la prime la plus petite, c'est 270 dirhams. C'est rien du tout. 270, 500, 1000, 2000, suivant la valeur du contenu, du contenant. Donc, ces polices-là, multirisque habitation, ils offrent en moyenne 24, 25 garanties. Alors, imaginez, le vol, l'incendie, les dégâts des eaux, le bris de glace, la domestique, si elle se blesse, les cambriolages, la RC, énormément de choses, avec une seule police et une seule prime, généralement, il n'est pas très très importante. Pour les industriels,
eux aussi, pour leur usine, ils ont la police multirisque industrielle qui comporte énormément de garanties qui sont négociables. Pour la garantie incendie, c'est 1 million de dirhams. Pour le dégât des eaux, c'est pour 800 000 dirhams, etc. Une seule police pour l'ensemble de ces garanties-là. Donc il faut privilégier les polices multirisques. Parfait. Justement, on a au bout du fil Nazir de Casablanca qui veut aussi intervenir dans cette émission, poser ses questions ou bien simplement nous parler un peu de son vécu, de son expérience. Je vous dis bonjour, Nazir. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Je voudrais simplement des renseignements à propos de l'assurance risque professionnel, médical, chirurgical. Parce que même au niveau des assurances, il n'y a pas beaucoup d'informations et on signe des contrats sans beaucoup de précision. Bon, sans vraiment être au fait de ce qu'on signe, exactement. Bon, oui, effectivement. Donc, quelle est votre question précise? La question, c'est de nous informer qu'est-ce qu'il y a actuellement sur le marché comme assurance pour les médecins et les chirurgiens pour ne pas se tromper, c'est ni n'importe quoi et à la fin, on se trouve sans assurance. Sinazir, bonjour. Alors, ces polices-là, dites qu'on appelle les RC professionnels. Voilà, la responsabilité civile professionnelle des médecins, des chirurgiens, etc. Ça existe. Ça existe. Et deux choses très, très importantes qu'il faut dire. Le montant de la prime est lié au montant de la garantie. Moi, monsieur Nazir, je veux m'assurer auprès de vous, monsieur l'assureur, à concurrence de 5 millions de dirhams. Ben, il va me dire, bon, ça vous fait tant. Ça vous fait, je sais pas moi, 3 000 dirhams par an. Un autre médecin, chirurgien, veut dire, moi, je veux m'assurer pour 10 millions de dirhams. À concurrence de 10 millions de dirhams. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que, en cas de faute professionnelle, je dis bien faute professionnelle, ça peut arriver. L'assureur va se substituer à son assuré médecin, chirurgien, neurologue, que sais-je, à concurrence de ce montant-là qui a été arrêté au début. Ça, c'est le premier point. Donc la prime, elle suit le capital. Le capital choisi par l'assuré. Deuxièmement, quand survient un sinistre, bon, généralement, c'est un patient qui rouspète, qui officiellement il dit il y a des erreurs, en tout cas. Il y a des erreurs, c'est comme ça que ça se passe chez nous. C'est pas normal, etc., etc., etc. Alors l'assuré, dès qu'il est au courant, il doit, dans les 5 jours, je dis bien dans les 5 jours... On reviendra sur cette question de délai qui pose effectivement énormément de questions et de problèmes. Il doit envoyer une lettre dans les 5 jours, lettre recommandée ou recommandée à son assureur. Mon patient, monsieur, madame Flan, il prétend que j'aurais commis une faute professionnelle. Je vous en avise à toutes fins utiles. Tout simplement. Et l'affaire suit son cours avec l'expertise, la contre-expertise, la tierce expertise, pour savoir est-ce que réellement, le médecin en question a commis une faute professionnelle. De deux choses d'une. C'est pas ça du tout. Il n'a commis aucune erreur. À ce moment-là, l'assureur ne paiera rien du tout. Deuxième possibilité, oui, il a commis une erreur. Et comment il a oublié un bistouri. Ça arrive, hein? Oui, il a oublié des ciseaux. Il a oublié des pansements dans le ventre du patient. Et on l'a vu ça. Oui. On l'a vu plusieurs fois. Et il a oublié ablation de telle chose au lieu de telle chose. Etc., etc. À ce moment-là, du moment que médicalement parlant, la faute professionnelle a été prouvée, ben l'assureur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'arranger à l'amiable avec la victime, avec le patient. S'ils arrivent, le montant, c'est arrêté d'un commun accord, suivant la gravité de la chose. Oui, parce qu'on parle parfois de décès, effectivement. Oui, suivant la gravité de la chose, de la faute commise. Sinon, ils iront devant les tribunaux qui vont arrêter souverainement le montant de l'indemnité que va payer l'assureur. Tout simplement, voilà ce qu'il en est, Sinazir.
Je crois que à cet effet, la réponse a été complète. Mais justement, mais pour donner plus de précision sur cette assurance multirisque dont vous nous aviez parlé tout à l'heure, il y a une autre distinction qui existe entre les assurances. Il y a les assurances, les polices renouvelables et les polices renouvelables par tacite reconduction ou inversement. Donc il y a effectivement et les polices fermes. Et les polices fermes, effectivement. Donc il y a aussi ce choix-là qui est offert aux assurés, potentiels assurés, et peut-être sur lequel il faudrait apporter un éclairage précis, parce que ça peut être aussi une source de conflit par la suite. C'est très important ce que vous dites, M. Saoudi. Il faut que nos gens, nos auditeurs, auditrices, écoutent à la bina. Pardon. Il y a deux genres de police. Il n'y a pas 36. Il y a deux genres de police. Il y a les polices fermes et les polices renouvelables par tacite reconduction. Tujaddad tilqaï. Les polices fermes, ils commencent par exemple, je dis un exemple, du 1er janvier au 31 décembre à minuit. Ce qui fait les assurés, le 31 décembre à minuit, c'est terminé, la police est résiliée automatiquement, c'est terminé, le monsieur n'est plus, ou la dame, ou la société, n'est plus assuré à partir du 1er janvier. Et il y a les polices renouvelables par tacite reconduction. Qu'est-ce que ça veut dire? Le 31 décembre, ils ne s'arrêtent pas. Elles continuent dans le temps. Elles ne s'arrêtent pas. Alors, les polices fermes sont des polices qui sont bien, qui permettent à leurs assurés de prendre leur liberté. Je suis libre, moi. Le 31 décembre, je vais où je veux. Et personne ne me retiendra. Bon, je prends l'exemple sur moi. Terminé, le 31 décembre, au revoir, monsieur. Je préfère camper ailleurs. Oui. C'est mon droit le plus absolu. Parce que ce sont des polices fermes. Malheureusement, ce sont des polices très, très dangereuses. Donc, expliquez-nous dans quel sens. Très dangereuses. Comment ça? Je suis nonchalant. C'est pas le cas. Il y en a qui sont atteints d'une phobie administrative et on a vu des exemples ailleurs. Bon. C'est pas le cas pour moi. Je fais un peu de cinéma. Je suis nonchalant. Laissez aller, j'ai d'autres chats fouettés, j'ai beaucoup de responsabilités, l'assurance est le dernier de mes soucis, et puis le 31 décembre arrive. C'est le cas d'une bonne majorité de personnes. Oui, des gens malheureusement. Le 1er janvier, 3, 4, 5, je suis plus assuré. Si j'ai un personnel de 100 personnes, j'ai des salariés de 100 personnes, en accident de travail, en automobile, en risque divers, tout ce qu'on veut, ils sont plus assurés. Et c'est très dangereux. C'est très dangereux. Autrement dit, je dois prendre mes dispositions bien avant le 31 décembre à minuit. C'est pour cela, cette police n'est pas destinée aux gens avec un laisser-aller. Effectivement. Bon, on donnera plus de précisions sur ces distinctions qui peuvent exister, qui sont parfois source de conflits, de tensions, avec plus de détails, mais pour l'instant, il y aura un tour d'horizon de l'actualité. Cette fois-ci, on l'engage avec Mourad Baba qui nous rejoint sur le plateau dans un instant. Et je vous rappelle aussi que vous pouvez nous contacter au 05 22 95 36 70 ou 80 pour nous poser vos questions, ou bien également vous pouvez les poser, ces questions-là, sur la page Facebook des experts. Les Experts Atlantiques vous est présenté par l'EMSI, la première école privée d'ingénieurs au Maroc, reconnue par l'État. Les Experts Atlantiques. Posez vos questions au 05 22 95 36 80. 05 22 95 36 80. Bader Saoudi. De retour sur le plateau des experts, il est 11h09. Nous sommes ensemble, je le rappelle, jusqu'à midi et vous pouvez effectivement nous appeler au 05 22 95 36 70 ou 80 ou bien intervenir dans la page Facebook des experts où on répondra à vos questions. Il y en a une qu'on a mis un peu entre parenthèses, mais on ne manquera pas d'y répondre. Mais pour l'instant, on a au bout du fil Reda de Casablanca qui veut lui aussi intervenir, nous poser ses questions dans cette émission. Je vous dis bonjour Reda. Bonjour Sidi. Bonjour. Donc, bonjour Oustad Archidi. Bonjour Sereda. C'est pas des questions, c'est des précisions en ce qui concerne les interventions de Madame Selma et du chirurgien de tout à l'heure. D'accord, parfait. Bon, toutes les interventions sont les bienvenues, oui. Avec la permission de l'Oustad Diane Archidi. Marhaba khoya, marhaba. Je demande que ça. Arrête, la carte, pour ce qui est de l'intervention, de la question de la dame,
vous avez uniquement évoqué le cas du changement de véhicule alors qu'elle parlait du deuxième véhicule. Un deuxième véhicule, est-ce qu'il peut aussi bénéficier de la bonification? Il est à préciser qu'il peut bénéficier à condition qu'il remplisse les conditions dès le 24 mois d'assurance Oui, et sans sinistre, parce qu'elle parlait d'un véhicule neuf. Donc un véhicule neuf ne remplit pas les 24 mois. Mhm. Vous êtes d'accord avec moi? Je suis tout à fait d'accord avec vous, bien sûr. Très bien. Pour ce qui est du chirurgien de tout à l'heure, vous êtes focalisé uniquement sur la RC professionnelle parce que c'est ce qu'il avait évoqué. Il n'en demeure pas moins que s'il prend uniquement la RC professionnelle, ça va lui coûter plus des 3/4 de la prime d'une multirisque qui, elle, comporte une extension pour la RC professionnelle des médecins, oui. Là, avant de parler d'extension, déjà dans la multirisque pour les professions médicales, oui. La RC professionnelle est déjà incorporée, pas besoin d'extension, elle est déjà incorporée. Oui. Et le tarif, il n'est pas lié uniquement au capital assuré, c'est-à-dire au montant de la garantie RC professionnelle, mais aussi à l'activité au sein même du corps médical. Suivant le facteur de dangerosité. Suivant que... Non, la dangerosité du sinistre, ça c'est à part, c'est après le sinistre. Moi, je vous parle de la tarification. Déjà, au préalable, quand il nous sollicite. Donc, dans ce cas, elle n'est pas liée uniquement au capital, il est lié aussi à l'activité au sein même du corps médical. Quelle nature de chirurgie il exerce, vous voyez ce que je veux dire? Je comprends, bien sûr. Donc voilà, donc c'est des critères. Et en plus, maintenant, sur le marché, toutes les compagnies le font, les multirisques, comme vous l'avez si bien dit et si bien précisé, qui garantissent les autres garanties, dégâts des eaux, vols, incendies, etc. Il y a la RC professionnelle. Donc, un médecin, quelle que soit sa spécialité, n'a vraiment pas intérêt à prendre uniquement la RC professionnelle, mais plutôt une multirisque pour son cabinet, et qui comprendra la RC professionnelle. Oui, tout à fait, d'accord. Voilà, la multirisque bureau pour son bureau. Multirisque cabinet. Ce qu'on appelle la RC exploitation. La RC exploitation, c'est une multirisque concernant son cabinet pour le contenu, le contenant, c'est bien ça. Plus la RC professionnelle qui le couvre également, suivant qu'est-ce qu'il fait au juste. C'est un chirurgien, c'est un médecin généraliste, etc. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais c'est bien aussi d'assister à un débat entre spécialistes, entre on est d'accord, on est d'accord. Mais simplement, effectivement, une réponse complémentaire. Et je voulais aussi poursuivre la réflexion, notamment sur, disons, les demandes de résiliation qui doivent être faites. Tout à l'heure, nous parlions de deux types de contrats d'assurance, et qui étaient, chacun plus adapté à un certain type de personnes. Vous avez parlé de la nonchalance, je reprends votre terme. Et puis concernant ces polices fermes, comment on fait pour les résilier? Alors pour les polices fermes, il n'y a pas lieu de les résilier. Ils meurent entre guillemets à l'échéance le 31 décembre, par exemple, elles meurent automatiquement. C'est leur échéance, c'est terminé. Quand elle arrive à la fin de l'échéance, c'est terminé. L'assuré n'a rien à faire, il n'a rien à dire, il n'a pas à rendre visite à son client, à son assurant en disant résilie. Non, il se résilie automatiquement à l'échéance. Et pour les polices renouvelables par tacite reconduction? Alors, pour les polices renouvelables par tacite reconduction, c'est une autre histoire, c'est autre chose. Elles se renouvellent d'année après année, automatiquement. Si l'assuré ne réagit pas, ça veut dire automatiquement année par année. Ça ne veut pas dire qu'il va rester indéfiniment. C'est pas possible. Si jamais une année il veut prendre sa liberté, c'est son droit. Mais à condition d'en aviser son assureur en respectant le préavis. C'est quoi le préavis? 30 jours en automobile,
60 jours en accident de travail et 90 jours en maladie maternité. Cela veut dire qu'il doit envoyer une lettre recommandée AR ou tout ce que vous voulez avant l'expiration de ce délai-là pour résilier, c'est son droit tout simplement. Simplement respecter le préavis. Effectivement, nous avons aussi une intervention de Abdelrani qui nous appelle de Marrakech, qui veut aussi intervenir dans cette émission, peut-être poser ses questions. Je vous dis bonjour. Bonjour. Bonjour, c'est Abdelrani. Comment allez-vous tout d'abord? Alhamdulillah. Parfait. Donc, dites-nous un peu si vous avez des questions, une intervention à ce propos. Oui, bien sûr. Tout d'abord, je vous remercie pour ce genre de débat sur Atlantique Radio. Très important. Oui, oui, allez-y. Pour mon intervention, c'est une petite question pour votre invité aujourd'hui. Oui. Concernant les crédits immobiliers. Surtout, je vais parler des crédits immobiliers genre économique. C'est-à-dire les achats pour les achats de logements économiques. Oui, monsieur. Par le biais d'un crédit bancaire. Oui. En cas où le bénéficiaire a eu un accident de travail, où l'incapacité physique atteint ou dépasse 50%, bien 60%, bien 75%, est-ce que l'assurance s'en charge du reliquat de crédit ou bien des intérêts du crédit ou bien quoi au juste? Malheureusement, non. Malheureusement, non, à Chabrani. Alors, généralement, quand il y a un crédit, le prêteur et la compagnie, le banquier qui a prêté l'argent, il exige la souscription d'une police qu'on appelle l'assurance temporaire. C'est comme ça qu'on appelle, c'est une assurance décès qu'on appelle temporaire. Pourquoi temporaire? Elle dure la période du crédit. 15 ans, 20 ans, maximum au Maroc maintenant, c'est 25 ans. Durant cette période-là, si jamais l'assuré, il meurt, n'importe quelle mort naturelle, accidentelle ou suite à une maladie, la compagnie, le banquier va payer le reliquat, le capital restant pour permettre à ces ayants droit de garder l'appartement ou la villa, ici l'habitat économique. Par contre, quand il y a une IPP, une incapacité permanente partielle, IPP, bon, 40, 50, 60%, non, ce n'est pas prévu par la temporaire. Ce n'est pas. Et la temporaire exige uniquement le décès, quel que soit ce décès. Il y a certaines compagnies d'assurance, certaines, pas toutes, dans l'assurance temporaire, ils ont ajouté une autre prestation. Soit le cas de décès, soit le cas d'IPT, incapacité permanente totale. IPT, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une IPP à 100%. Une IPP à 100%. Et pas 50%. 100%. À ce moment-là, c'est vraiment très très grave. Le capital est versé entre les mains du prêteur. Bon, c'est quoi l'IPT? Incapacité permanente totale. Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, la cécité. Le monsieur est devenu aveugle, non-voyant. C'est l'IPT. C'est le cas de paraplégie. Il a perdu les deux bras, ou un bras et une jambe, etc. Il y a d'autres cas. La quadraplégie, il y a d'autres. Bon, en cas d'IPT, oui, 100% d'IPP. Mais pas toutes les compagnies d'assurance. La plupart ne prévoient que le cas de décès. Tout simplement. Monsieur Abdelrani. Donc, est-ce que je pense que vous avez une réponse tout à fait nette pour une question, vous l'avez dit vous-même, assez précise. Nous avons aussi d'autres questions qui nous sont également posées sur la page Facebook des experts. Je rappelle juste, avant de poser cette question qui nous a effectivement été posée par un auditeur, que vous pouvez également nous appeler au 05 22 95 36 70 ou 80 pour nous poser directement vos questions par téléphone. Et puis, il y a cette question, je vous en parlais, de Abdelmjid qui nous demande des explications supplémentaires. Il nous dit comment éviter par exemple la vétusté. Il nous met entre parenthèses le rachat, combien ça coûte en fait, combien ça peut coûter ce rachat et comment le faire. Il nous demande plus de précisions techniques. Deuxième question qu'il nous pose, une petite question qui est relative au choix. Il nous dit c'est quoi le choix à faire entre un forfait ou bien une réparation plus remboursement ordinaire?
Très bien. Alors, ce sont deux choses distinctes. Oui, alors, pour la vétusté, elle est automatiquement applicable. Tout dépend de l'âge du véhicule. Ici, on parle du véhicule. Elle est automatiquement applicable, que ce soit pour les véhicules ou soit pour les maisons, tout ce que vous voulez, c'est tout à fait normal. Il y a un incendie, il y a des dégâts des eaux, votre villa en piteux état, il faut la remettre en l'état. Bon, c'est normal, votre villa a 30 ans, 40 ans. Ce n'est pas normal qu'on va mettre de la peinture, la teinturerie, tout ce que vous voulez, la boiserie, sur une villa qui a 30 ans, 40 ans. Vous risqueriez de faire un enrichissement sans cause. Pour les véhicules, c'est la même chose. Votre voiture a 30 ans. Et grâce à l'accident, vous vous trouvez avec des optiques tout neufs, c'est une calandre chromée toute neuve, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce qui fait que les experts... Les assureurs s'assurent eux-mêmes, d'une certaine manière. Bon, ce qui est normal en ce cas de figure, parce que ça pourrait induire à des... Il y a un principe chez les assureurs qu'on appelle le principe indemnitaire, qui interdit à ce que les assurés fassent un enrichissement sans cause. S'il n'y avait pas ce problème de vétusté, j'ai une voiture qui est tremblante, c'est bon, qui a 30 ans, j'ai un accident, elle a été refaite à neuf. Et je me trouve, grâce à l'accident, avec une voiture presque neuve. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Les assurés doivent contribuer d'une manière ou d'une autre. L'assureur réduit le montant de l'indemnité de 20-25%, un taux de vétusté, ce qui est tout à fait normal. Le rachat. Maintenant, le rachat. Le rachat, ça existe. Mais c'est une extension. Ce n'est pas de l'assurance normale. Non, non. C'est une extension moyennant une surprime. J'ai une maison, j'ai une voiture, je dis à l'assureur, monsieur, écoutez, je sais pertinemment, en cas d'incendie, en cas de ceci, vous allez appliquer une vétusté. Mais bien sûr, monsieur, je vous demande, s'il vous plaît, de ne pas l'appliquer si jamais j'ai un sinistre. De ne pas appliquer. Non, je ne peux pas, monsieur. Je dois appliquer la vétusté. À moins, vous me donnez 25%. 20% en sus de la prime, ce qu'on appelle une surprime. À ce moment-là, je lui donne 20-25, peu importe, un montant en sus, et il va faire un avenant spécial qu'on appelle le rachat de la vétusté. J'ai racheté la vétusté. Moyennant surprime, l'assureur dorénavant ne pourra plus me compter la vétusté. On peut racheter la vétusté si l'assureur l'accepte. Bah parfait. Effectivement, nous avons tous les détails. Bon, pour l'auditeur qui veut effectivement s'intéresse à cette question de la vétusté pour savoir comment être remboursé à hauteur peut-être supplémentaire de ce qu'il aurait pu avoir s'il n'avait pas appliqué ce que vous venez de nous dire, c'est-à-dire cette surprime. Il y a la deuxième partie de la question que je voudrais rappeler effectivement, qui était aussi une question assez précise. L'auditeur nous demandait en l'occurrence comment la deuxième partie de sa question, attendez juste un instant que je la retrouve. Abdelmjid nous demandait comment il pouvait faire pour avoir un forfait ou bien une réparation plus remboursement ordinaire. C'était la deuxième partie que vous aviez qualifiée de distincte par rapport à la première. Alors, ça c'est un problème d'indemnisation. Oui. Ce qu'on appelle le quantum. C'est un terme un peu latin, quantum, qui veut dire le montant que nous allons que va percevoir l'assuré. Oui. Il y a deux possibilités. Soit un forfait, un montant fixe, en indemnisation, soit le montant qui reflète la facture des réparations. Il y a des compagnies d'assurance qui ont créé ce système-là de forfait pour soulager un peu, pour rendre service à leurs clients. Je prends un exemple très simple. Par exemple, en multirisque habitation, l'expert, il vient, il vous dit, bon, il y a des dégâts des eaux, il y a ceci, cela. Écoutez, c'est 15 000 dirhams. Ça vous va? Ah, je ne sais pas, monsieur. Vous voulez? Comme vous voulez. Donc, écoutez, j'accepte. C'est un forfait. Et il se débrouille. Oui, il se débrouille pour réparer ou ne pas réparer. Oui. Donc c'est un La forfait. responsabilité lui incombe. C'est un montant fixe qui a été arrêté par l'expert ou par l'assureur, permettant à l'assuré de percevoir d'abord les sous et après il se débrouillera. Il y a d'autres qui ne veulent pas. Il dit pas question, monsieur l'expert, suivez les travaux et payez-moi en fonction des travaux. Dans ce cas, ce n'est plus un forfait.
Bah parfait. Nous avons aussi une autre intervention, un appel de Abdelfé de Casablanca qui veut aussi intervenir dans cette émission. Je vous dis bonjour. Bonjour, monsieur Abdelfé. Alors, oui. Je vous remercie pour l'émission. Ce que je voulais vous demander à propos de la multirisque, oui. En fin 2016, j'ai été victime d'un vol à la maison de tous les bijoux de ma femme. Et quand j'ai fait la déclaration à l'assurance, il y avait l'expert qui est venu, tout. Oui. Ils m'ont dit que les biens n'ont pas été dans un coffre-fort, seulement dans le placard. Est-ce qu'ils ont raison? Alors quand j'ai revu le contrat, oui. J'ai pas vu terme de coffre-fort dans le contrat. Est-ce qu'ils ont raison? Ils n'ont pas raison. C'est Abdelfé, je m'excuse. J'ai un franc-parler, je m'excuse. Vous êtes fait avoir par l'assureur ou par l'expert. Sachez que la quasi-totalité des familles marocaines n'ont pas de coffre-fort. C'est sûr. C'est clair, net. 99% des familles n'ont pas de coffre-fort. Ils ne connaissent pas le coffre-fort. Oui, ils cachent dans les placards, enfin, simplement. Oui. Non, ça c'est le premier point. Deuxième point, c'est que la quasi-totalité des conditions générales des multirisques habitation des compagnies d'assurance n'exigent pas de leurs assurés d'être dotés d'un coffre-fort et d'y mettre les bijoux. Donc, ce qu'il fallait faire, quand ils ont avancé ça, en toute pièce, n'importe quoi, il fallait vérifier les conditions générales de la police en question que vous avez, qui a été souscrite par vos soins. Si effectivement, par malheur, il y a cette condition, il faut mettre les bijoux dans le coffre-fort. À ce moment-là, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à dire. Ça m'étonnerait. Mais s'il n'y a pas ça, eh ben, ils vous ont raconté des bobards, ils vous ont raconté n'importe quoi, et vous pouvez, d'ailleurs, à quelle date le vol a eu lieu, monsieur? C'est Abdelfé. 2016. Oui. Décembre, oui. En décembre 2016, très bien. Et il y a entre vous un échange de correspondance? Oui, entre moi et qui? Et votre assureur, l'agent ou la compagnie d'assurance, il y a eu un échange, oui ou non? Ils m'ont écrit, j'ai un écrit de leur part comme quoi D'accord. Et il remonte à quand, cet écrit? Ça doit être en début 2017. Très bien. Alors maintenant, une chose très importante, s'il vous plaît, notez ça. Ce qu'on appelle la prescription. La prescription. Muddat at-taqadum. Donc cette lettre-là, si vous avez, à partir de la réception de cette lettre de votre assureur, si vous avez dépassé 2 ans, c'est terminé, il y a prescription, vous pouvez plus faire quoi que ce soit. Si le délai n'est pas encore atteint, vous n'avez pas encore dépassé 2 ans, donc il n'y a pas eu prescription. L'affaire est toujours en cours. Et 2 ans à partir de décembre 2017. La lettre. Ça va, début 2017, il a encore jusqu'au début 2019. Absolument. Donc vous êtes toujours dans le délai, vous pouvez contester. Vous pouvez dire non, je ne veux pas entendre parler de votre lettre. Votre refus ne vaut rien. Ne vaut rien, monsieur, et vous prétendez qu'il n'y a pas ça dans votre police. Mais vérifiez, s'il vous plaît, dans les conditions générales, ce problème de coffre-fort ou non. Mais il n'y a pas de coffre-fort. Il n'y a pas de compagnie d'assurance qui mettent le coffre-fort, à ma connaissance. C'est bon, c'est Abdelfé? J'ai pas vu de coffre-fort dans l'assurance, mais dans les conditions je vais revérifier. Alors il y a dégâts des eaux, bris de glace, il y a vol. Il y a vol. Purement et simplement vol. Dans la garantie vol, il y a alinéa 1, alinéa 2. Vérifiez, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a, pour les bijoux, est-ce qu'il y a la phrase, doivent être nécessairement dans un coffre ou non. S'il n'y a pas cette condition, donc vous envoyez une lettre recommandée. Parce que vous êtes toujours dans le délai, il n'y a pas prescription. Envoyez une lettre recommandée, je dis bien recommandée, pas une lettre simple, en disant je conteste avec véhémence votre lettre, vous prétendez que, alors que votre police, à l'article vol, ne fait nullement allusion à
Les Experts Atlantiques vous est présenté par l'EMSI, la première école privée d'ingénieurs au Maroc, reconnue par l'État. Les Experts Atlantiques. Posez vos questions au 05 22 95 36 80. 05 22 95 36 80. Bader Saoudi. De retour sur le plateau des experts pour cette dernière partie d'émission. Je vous rappelle, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, que l'on parle aujourd'hui des conflits entre les assurances d'un côté, les assurés de l'autre. Ces conflits sont nombreux. D'ailleurs, il suffit de voir un peu la diversité des questions auxquelles on est confronté aujourd'hui. Vous êtes un peu obligé de jongler sur des deux pieds, de plusieurs même si on n'en a que deux. Mais en tout cas, vous répondez à beaucoup de questions, assurance professionnelle, sinistre, etc. Je voulais aussi aborder cet aspect-là pour que notre émission soit le plus complète possible. En cas de sinistre, je vous pose la question toute simple, toute bête, en tout cas toute qui est évidente. Que doivent faire les assurés quand il y a un sinistre? Alors, en cas de sinistre, oui, la chose la plus importante, c'est que l'assuré doit deux choses. Primo, préparer le terrain, préparer le recours, préparer la constatation de la matérialité des faits. Cela veut dire qu'il doit aviser les autorités, la police en agglomération, la gendarmerie hors agglomération, pour qu'elle dresse un procès-verbal de police ou de gendarmerie. D'abord, prendre des dispositions qui s'imposent pour prouver la matérialité des faits. Et la deuxième chose, aviser son assureur. Ne pas l'oublier, aviser l'assureur. Alors il y a deux délais. Oui. Deux délais en automobile. Et c'est souvent un motif de conflit, cette notion de délai, vous avez évoqué tout à l'heure, nous en parlions. Absolument. Et ça crée des conflits entre les assurés et les assureurs. Il y a deux délais que nos auditeurs et auditrices doivent retenir impérativement, à savoir, en vol, c'est 24 heures. Non compris les jours fériés, les samedis, dimanches, et il doit, dans les 24 heures, aviser les autorités et aviser son assureur par lettre recommandée main, tout ce que vous voulez, en disant, monsieur l'assureur, je vous avise que ma voiture que j'ai déposée elle a disparu. Elle a fait l'objet d'une tentative de vol dans les 24 heures. En dehors du vol, pour le reste, la RC, tierce, dommage collision, PTA, tout ce que vous voulez, bris de glace, défense recours. Alors pour les autres garanties dites facultatives ou optionnelles, c'est 5 jours. C'est 5 jours. Cela veut dire que l'assuré doit, dans les 5 jours, non compris les jours fériés et les samedis, dimanches, etc. Il doit, dans les 5 jours, aviser son assureur. Je vous informe, monsieur l'assureur, que ma voiture a pris feu. Qu'il est à votre disposition pour l'expertise auprès du garage Flaflani. Que ma voiture, il y a un bris de glace. Je me suis renversé, etc. pour faire jouer la garantie tierce. Alors, vol, 24 heures. Le reste, 5 jours. Là où le bas blesse. Ce qu'il arrive parfois, suite à une nonchalance, que j'ai dit tout à l'heure, une nonchalance, à laisser aller, ou par ignorance. Les gens ne respectent pas ces délais-là. 15 jours après, il voit son assureur, il lui dit, monsieur, voilà, je vous avise du vol de ma voiture, elle a disparu. Mais monsieur, c'est maintenant que vous venez? 15 jours après? Ah non, j'étais retenu par la gendarmerie, on faisait les mains et les pieds pour la retrouver, finalement on l'a pas retrouvée. Mais avisez-moi dans les 24 heures. Mais pas maintenant, monsieur. 15 jours après. À ce moment-là, la preuve, comme quoi, il n'a pas respecté la police. Bon, on développera ce cas de figure parce que nous avons aussi un appel que l'on prend à l'instant. Il y a Patrick de Rabat qui veut intervenir dans cette émission, peut-être poser ses questions. Je vous dis bonjour Patrick. Bonjour. Bonjour, oui. Je vous félicite pour cette émission qui permet de soulever des problèmes et des lièvres et peut-être de les régler. Oui, donc, on espère que ça sert au moins ça. Quand je peux, toujours. Donc je sais pas si ce que je vais vous dire a déjà été évoqué ou quoi, mais bon, voilà, mon souci, c'est que, vous voyez, pour les cyclomoteurs, le tarif depuis décembre, c'est-à-dire ça fait depuis 7 mois,
par exemple, pour assurer, vous voyez, un Peugeot 103, un cyclomoteur, Oui. a doublé. C'est-à-dire de 730 dirhams la prime annuelle, c'est passé à 1400 et quelques. Oui, effectivement. Donc, vous voyez, moi, j'ai à peu près 200 ouvriers qui ont des cyclomoteurs. Et pour les fidéliser, vous voyez, parce que, disons, et puis de les aider, j'avais pris l'habitude de donner sur les 700 et quelques 500. Et d'un seul coup, je me retrouve, et donc, j'ai manque de peau. Vous voyez, oui, la différence a presque, oui, effectivement, doublé. Je me suis arrangé avec l'assurance, vous voyez, pour, c'est-à-dire, tous les assurés, tous les gens, mes ouvriers, je les oblige à prendre, à s'arranger que l'échéance soit à peu près à la même date, dans la même semaine. D'accord. Donc d'un seul coup, là, c'est arrivé il y a 15 jours, et moi, donc, je suis obligé, pour 200, donc ça me fait à peu près 100 000 dirhams, et d'un seul coup, où je suis pris de court. Donc ça me cause un gros problème. Et comme je peux pas, donc ça fait un problème. Mes ouvriers, il y en a qui roulent, qui sont fait déjà mettre en fourrière. Donc voilà, à cette occasion, donc je me rends compte qu'il y a quelque chose qui va pas. Parce que les gens qui ont ces cyclomoteurs, vous voyez, sont souvent des gens qui ont de très faibles revenus. Et bon, moi je les paye bien, mais souvent je vois, parce que je les aide aussi en leur faisant des crédits, 100 dirhams, oui, pour des gens qui ont pas beaucoup de revenus, dans des conditions actuelles où beaucoup de choses ont augmenté, c'est énorme. Mais doubler l'assurance, c'est-à-dire pour des ouvriers qui sont payés 2500, 3000 dirhams, avoir une échéance à payer au lieu de 700, 1400, oui. Je trouve que les assurances, vous voyez, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose de surprenant dans cette hausse. Je n'ai jamais rencontré un cas comme ça. Et surtout si c'est une catégorie de gens qui ont de très faibles revenus. Dans la conjoncture actuelle, où il y a beaucoup de grogne, vraiment il y a la crise, je trouve que c'est rajouter une louche sur le feu. Vous voyez. Et donc voilà, je soulève ce problème. Parce que, bon, moi je ne suis pas un expert en droit, mais il me semble que, comment dire, les assurances gagnent pas mal des dessous, vous voyez. Et donc si il y a un problème que c'est pas rentable ou quoi, il faut pas régler le problème, vous voyez, en n'importe comment, il faut réfléchir. D'accord, Monsieur Patrick. Ou tout au moins étaler dans le temps, vous voyez, qu'il y ait une période transitoire sur 3 ou 4 ans, vous étalez ça sera déjà énorme. Si oui, la hausse a été peut-être surprenante d'un coup. Mais d'un seul coup, doubler ça, c'est pas normal. Alors, il y a un autre aspect des choses, c'est que, vous voyez, il y avait moi je vous parle dans la catégorie des cyclomoteurs, c'est-à-dire la catégorie des 50 cm3. Oui. À cette occasion, je vais vous soulever un autre problème. C'est que il y a des 50, vous voyez, les Peugeot 103, c'est 50, avec pédale. Et il y a aussi les motos chinoises, là, sans pédale. Donc, il y avait le tarif 1400 pour les motos chinoises, parce que les grandes vitesses, elles vont plus vite. Donc, vous voyez, c'est en plus, ça pénalise, disons, le Peugeot 103, qui est très économique. Donc, non seulement ça crée un problème, mais en plus, ça crée un problème, vous voyez, c'est-à-dire, c'est comme si vous vouliez tuer ce fabricant, parce que les gens qui vendent ça aussi, ils vont plus vendre de Peugeot 103. Alors, Monsieur Patrick, oui, je vous réponds, s'il vous plaît. Je pense que votre intervention était le plus complète possible sur la question des cyclomoteurs. Bon. Oui, c'est Patrick, avant toute chose, je tiens à vous remercier pour une chose très, très, très importante. Vous êtes un vrai patron, un visage humain. Vous me suivez? Parce que un visage humain, vraiment, ça fait plaisir d'avoir un monsieur comme vous au Maroc qui pense à son personnel, qui contribue à son personnel, à beaucoup de choses, et ça, c'est vraiment formidable. Ça fait plaisir énormément. Pour ce qui est des primes, oui, c'est vrai, ça s'est passé de 730 à 1400 dirhams. C'est dû à quoi? Vous savez, les compagnies d'assurance, au sein de chaque compagnie d'assurance, il y a un service formé d'actuaires. Ces gens-là ne sont pas des assureurs.
sont des gens, c'est des mathématiciens, des probabilistes, tout ce que vous voulez. Ils calculent les primes. Ils passent leur temps à calculer les primes, toutes branches. Ils prennent 10 ans. 10 ans, nous avons encaissé tant en des roues, nous avons payé les sinistres tant, et chaque vélomoteur, chaque camion, chaque ceci, cela nous a coûté tant. En fonction des catégories. Des catégories. D'accord. Donc un travail de fourmi. Oui, un travail de fourmi et vraiment très pointilleux. Et c'est avéré que les compagnies ne gagnent pas grand-chose pour des deux roues. Ne gagnent pas grand-chose de roues. En tirant ce qu'on appelle le SP, le rapport sinistre à prime. Quand un deux roues, il paye 730 dirhams, grosso modo, il heurte un piéton et c'est 100 000 dirhams. Donc, grosso modo, si nous prenons tous les deux roues du Maroc, tous les sinistres matériels ou corporels occasionnés, les accidents occasionnés par les roues, c'est 3 fois, 2 fois, 3 fois plus. Ce qui veut, ils n'avaient pas le choix, les compagnies d'assurance. Ils n'avaient pas le choix, ils ne pouvaient que suivre le train et augmenter les primes qui sont passées à 1400 dirhams. Il n'en demeure pas moins. Sincèrement, à notre époque, 1400 dirhams, ce n'est pas méchant, hein, ce n'est pas une très très grosse somme pour quelqu'un. Vous me dites qu'ils sont des petits gens avec un petit salaire, c'est vrai, mais les assureurs ne voient pas ce côté-là. Et ils voient qu'ils perdent énormément d'argent et que ça ne pouvait pas continuer comme ça. Ils vont faire des statistiques et ils ont augmenté les primes RC. Je parle de la responsabilité civile. C'est vrai, c'est comme ça, on n'y peut rien. C'est la loi de l'offre et de la demande, c'est comme ça. Pour ce qui est des autres motos chinois, j'avoue, c'est une calamité. C'est une calamité dans notre pays. C'est un moto blindé, rouillé. On va dire conforme à la réputation que ce type de motocycle. Vous êtes assureur, donc vous savez un peu la part de sinistre et puis la responsabilité qui incombe aux usagers, mais parfois aussi au matériel. Alors maintenant, l'administration essaie de sauver la situation. Parce qu'on ne peut pas comparer ces motos-là, qui sont blindées, tout ce que vous avez, 3 roues, etc., avec une petite Peugeot 103. Ça n'a rien à voir. Ils payent pratiquement le même prix. Alors maintenant, les choses sont en train de changer. On les a obligés à être immatriculés, à avoir une immatriculation. À ce moment-là, ils vont passer comme véhicules, comme les voitures normales. Et leur prime va être augmentée, etc., etc. Mais ça, on n'y peut rien pour les 2 roues de votre personnel. Je compatis en quelque sorte. Vous n'avez pas décidé non plus de cette augmentation. Donc oui, voilà. C'est les assureurs. C'est la loi de l'offre et de la demande. Mais je vous pose juste une question pour une précision supplémentaire. Vous aviez dit que ça s'est passé de 700 à 1400. Est-ce que ça s'est fait d'un coup pour toutes les compagnies d'assurance, puisque effectivement l'offre n'est pas... Le tarif est libéralisé. Chaque compagnie peut faire ce qu'elle veut, mais dans l'ensemble, il y a un consensus. Mais c'est vrai, la plupart des compagnies d'assurance, ils ont augmenté les primes des deux roues jusqu'à 49 cm3, il n'y a pas de permis de conduire, jusqu'à 49 cm3, parce qu'ils laissent des plumes. Il y laisse des plumes. Les calculs sont faits, vous l'avez dit, par des actuaires. C'est comme ça. Parfait. Nous avons aussi un autre appel, un appel de Brahim de Casablanca qui veut aussi intervenir, je crois, sur ce sujet. Je vous dis bonjour, Brahim. Bonjour, Assidi. Bonjour, comment allez-vous? Alhamdoulilah, barakallah. Parfait. Donc, je suis un fidèle de vos émissions. Et ma question est que je suis un adhérent une assurance retraite, épargne retraite, individuelle, depuis 20 ans. Aujourd'hui, je me suis rendu chez l'agent pour avoir une simulation de ma rente viagère. Oui. Mon agent m'a dit qu'il n'y a que la rente certaine ou le capital. Oui. Mais dans mon contrat, il est bien écrit que lors de la liquidation, il y a une rente viagère à terme échu avec possibilité de réversion
et la rente certaine et le capital. Oui. Est-ce qu'ils ont le droit de supprimer la rente viagère? Alors, on va se mettre d'accord, c'est Ibrahim. Alors, dans ce domaine-là, les prestations allouées par les assureurs reflètent deux aspects. Soit des rentes certaines. Ça veut dire que toute votre vie, par exemple, vous allez percevoir mensuellement ou trimestriellement une certaine somme certaine. 3 000, jusqu'à la mort, par exemple. Peu importe le montant. Il y a une deuxième possibilité. Il y a des gens qui disent non, je ne veux pas de rente. Je veux un capital une fois pour toutes. Pourquoi? Parce que je vais m'installer à mon compte, je vais acheter un fonds de commerce, j'ai pas de maison, je vais acheter une maison. Oui, c'est leur droit, l'absolu. Ce qui fait, il faut le dire à votre assureur. Soit l'un, soit l'autre. Mais mon cas, c'est que je veux une rente viagère. Comme c'est écrit dans le contrat. Ça oui. Donc, au début, monsieur l'assureur, on a convenu que ce sera à la date fatidique que vous avez arrêté Nardloul, a priori c'est à 60 ans, vos 60 ans. On a convenu J'ai prorogé mon contrat. J'ai arrêté à 65, mais je l'ai prorogé à 65. Très bien. Donc, c'est bien ce que vous avez fait. À ce moment-là, vous aurez une rente certaine, viagère. Où est le problème, Ner? هما كيقولوا ما بقاش certaine. ما بقاتش viagère. ولا تاع certaine pendant 25, 20, 15 ans. Mais là, non, vous pouvez dire non, monsieur. Mais je n'ai jamais dit ça. Montrez-le-moi. Oui, je vois. Une rente certaine jusqu'à vos 80 ans. Ou 85 ans. Mais je n'ai jamais signé. À moi, vous avez signé. À moi, vous avez dit... Non, j'ai pas signé. Non. J'ai signé le premier contrat. Très bien, vous leur dites, monsieur, dans les conditions particulières, j'ai mis une rente viagère, point. Je n'ai jamais dit jusqu'à mes 80 ans, jusqu'à mes 85 ans, 90 ans. Je n'ai jamais fixé la date. Montrez-moi ça. Fais-moi ainsi, Brahim. Voilà, vous lui dites, vous prétendez que ce sont des rentes certaines. Amine, montrez-moi ça. À moi, je ne sais pas, par oubli, sans vous rendre compte, vous avez signé pour une rente. J'ai rien signé. J'ai signé dans la case vide les ayants droit. En cas de décès, Tafkin. En cas de décès, ça fait chier les deux. Mais la copie. Très bien. Signez le mot rente certaine avec la date d'IEL, l'âge d'IEL 80 ans. Makina, j'ai dit. Alors, il faut les attaquer, essayer de les avoir gentiment, aimablement, en disant non. Je n'ai jamais dit ça. Montrez-moi ça, s'il vous plaît, noir sur blanc, avec votre écriture, avec votre signature, s'il vous plaît. Bon, là, je pense, il y a quelquefois, disons parfois des abus de confiance ou simplement peut-être des abus d'autorité. En tout cas, les recours sont simples. Vous avez dit, là, il s'agit de notifier clairement un refus. Ou bien parfois même les recours. Voulez-vous que j'explique de la partie rente certaine ou la rente? Oui, allez-y pour que tous les autres. Alors pour les retraites, il y a deux. Ensuite, oui, pour tous nos gens, pour tous nos auditeurs auditrices. Alors il y a deux genres de rentes. Il y a les rentes viagères et il y a les rentes certaines. Ce n'est pas la même chose. Les rentes viagères, par exemple, elles commencent à 60 ans. Chez nous, au Maroc, c'est 60 ans. Oui. Parfois 65 ans, mais la majorité, c'est 60 ans. À partir de 60 ans, je vais recevoir mensuellement 10 000 dirhams. C'est une rente viagère. Tant que je suis vivant, 10 000. Bon, l'assureur a intérêt que je meure le plus tôt possible. Ah, évidemment. Bon, mais pour les comptes... Je plaisante. Oui. Pour moi... À chaque fois qu'il y a un débat sur le rallongement de la durée, de l'âge de la retraite, il y a toujours cette réflexion. Et moi, j'ai intérêt à dépasser les 100 évidemment. ans. Voilà. Donc, tant que je suis vivant, il casque. Tant que je suis en pleine forme, vivant, eh ben, il paiera. Pourquoi? Parce que ce sont des rentes viagères. Toute ma vie. Et le deuxième aspect, c'est les rentes certaines. Ça veut dire quoi? J'arrête, par exemple, 85 ans.
À partir de 60 ans, je paye, je reçois 10 000. Mais à 85 ans, c'est terminé. Ils ferment le robinet. C'est terminé. Je ne reçois plus les rentes parce qu'ils s'arrêtent, par exemple, à 85 ans. Bah parfait. Je pense on a toutes les précisions à ce propos. On a Marouane de Casablanca qui veut également intervenir dans cette émission. Il ne reste malheureusement pas beaucoup de temps, donc je vous dis bonjour Marouane. Bonjour. Bonjour, donc je vous dis essayez d'être le plus concis possible. Excusez-nous, malheureusement, ce sont les contraintes du temps, donc je vous dis allez-y. Oui. J'avais dernièrement un problème avec mon assureur en ce qui concerne ma voiture. C'est à propos de brise-glace. Oui. J'ai assuré mon véhicule avec 10 000 dirhams de brise-glace. Dès que j'ai cassé le pare-brise, il s'est cassé. Il avait un pare-brise adaptable. Oui. Il est déjà un le deuxième là. D'accord. Mais les réseaux de vie, 6 000 dirhams avec pare-brise original, mais bon, aussi. Il est là, dans l'état initial de là. Mais l'état initial, là, je me dis que le client, قبل مني, اللي كان عنده الطوموبيله, كان عنده original, وركبوا لي في garage agréé, adaptable. Pourquoi? Je pense que là, la question est effectivement claire. Il s'agit d'une attitude. Bon, vous attendiez à, disons, certaines réparations de la part de l'assurance qu'elle n'a pas voulu effectuer alors qu'elle l'a faite pour d'autres personnes. Bah, le problème est simple. Oui. Le problème est simple. Quel problème? Il y a des gens, je parle pas de vous, c'est Marouane, je parle des gens qui ont une voiture avec un pare-brise normal. Bon. Et il y a un bris de glace, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, moi, je veux des triplex. Je veux un pare-brise par la maison, d'importation, de l'Allemagne, qui coûte 2 fois, 3 fois plus cher. Alors là, c'est l'enrichissement sans cause. Là aussi, c'est toujours dans ce cas de figure. Oui, c'est l'enrichissement sans cause. Non, monsieur, je ne vous payerai pas un pare-brise d'importation chez Aja. Vous avez droit au pare-brise comme vous l'aviez auparavant. Tout simplement. Bah parfait. Donc avant de conclure, on aura l'occasion aussi de vous apporter des réponses avec plus de précision dans d'autres émissions. Je vous disais, avant de conclure, on remercie tout d'abord Abdelaziz Archidi, consultant senior et formateur en assurance, d'avoir participé avec nous ce matin à cette émission. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée à notre compagnie sur Atlantique Radio et je vous dis à demain.